Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'attachement. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je pense que je ferai deux vidéos distinctes. Aujourd'hui, on va parler de la naissance de l'attachement. Alors, je sais que certains vont se dire, bon, bah, ça ne me concerne pas, j'ai pas de jeunes enfants à la maison. Et pourtant, de l'attachement primaire, de l'attachement du jeune enfant, dépend nos relations sociales et encore plus nos relations amoureuses dépendent, pardon. Donc c'est intéressant de savoir ce qui se joue dans la petite enfance et qui peut avoir une incidence sur nos relations, notamment amoureuses. Alors, on dit en psychologie qu'on est trois fois. On est au moment où on nous annonce la grossesse. C'est-à-dire que dans la tête des parents, il y a quelque chose qui se passe. Euh, L'enfant existe déjà. Alors, on ne va pas rentrer dans des polémiques qui pourraient sous-tendre un discours pro ou contre l'avortement. C'est pas l'objet de cette vidéo. On parle de psyché humaine. Et quand on annonce à un parent qu'il va être père ou mère, le parent se dit pas ah tiens il y a un œuf, une mûre qui s'est multipliée pour former un œuf. Il se dit je suis potentiellement parent. Donc il y a l'annonce de la grossesse. Ensuite il y a le premier fantasme parental, c'est-à-dire la première fois où le parent se projette. Alors il peut se dire tiens, oh, on vient de déménager, ce parc-là, je pourrais emmener le petit. Ou on l'imagine avec la grenouillère qu'on vient de voir dans le rayon du magasin. Ou voilà, il y a une projection. Ou alors on le voit en train de pleurer dans sa poussette et soit courir de droite à gauche. C'est pas nécessairement positif le premier fantasme parental, mais c'est une seconde naissance. Et puis il y a une troisième naissance, évidemment, c'est la naissance physique, qui peut être aussi euh, euh, compliquée, entre guillemets, parce que l'enfant n'est pas nécessairement tel qu'on le fantasmait pendant la grossesse. Il peut sembler, par exemple, tout rouge et chiffonné pour certains parents, ou il y a le... Pour ceux qui ne connaissaient pas le sexe de l'enfant, ça peut être une déception, ou on peut se dire je suis pas suffisamment heureux, alors qu'on est peut-être tout simplement fatigué après un accouchement. Donc voilà, il y a ces trois naissances-là. Et de ces naissances, de ces fantasmes, de ces réactions plus ou moins conscientes et inconscientes, vont, vont, va naître un attachement parent-enfant. Donc le psychologue, alors je vais le prononcer à la française, Bobli, dans les années 70, a créé une théorie de l'attachement. Il définit quatre types d'attachement. L'attachement sécurisant, ça représente 60% des personnes. Ce qui signifie qu'il y a 40% des personnes qui ont connu un attachement non sécurisant dans leur petite enfance. Dans les attachements non sécurisants, on a le modèle anxieux, le modèle évitant et le modèle désorganisé. En gros, le modèle anxieux, ça donne des personnes qui vont se plier en quatre pour plaire. Des personnes qui vont avoir toujours peur d'être abandonnées, avoir toujours peur de ne pas être suffisamment aimables. Les personnes évitantes, ce sont des personnes qui ont intégré l'idée que euh, on souffre, le lien est insécurisant, donc il fait souffrir. Donc plus tard, eh bien, je ne m'attache pas. Alors ça peut être des personnes qui ne s'engagent pas, ça peut être des personnes qui rentrent dans une relation mais qui ne donnent pas grand-chose d'elles-mêmes parce qu'elles ont peur d'être rejetées, déçues, etc. Donc
par précaution, je me mets en retrait. Et puis vous avez l'attachement désorganisé qui représente 10% des personnes et qui est, c'est une alternance de évitant anxieux. Dans ma pratique, j'ai vu ça davantage chez des hommes. Euh, bon, c'est juste à l'échelle de ma pratique, je n'en fais pas une théorie. Donc, dans la petite enfance, avant la naissance du langage, le bébé, il s'exprime par des pleurs. Alors, il y a plusieurs courants. Il y a le courant qui dit il faut se répondre, il faut se dépêcher et répondre au moindre des pleurs. Il y a la théorie qui dit réponds pas à tous les pleurs parce que tu vas en faire un enfant capricieux. On remarque quand même que dans l'ensemble, il est important de répondre. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez piquer un sprint pour traverser l'appartement parce que l'enfant ne peut pas attendre. Vous faites comme vous pouvez, hein, parce que le parent parfait n'existe pas. D'ailleurs, Winnicott parlait de la mère suffisamment bonne. Hein, voilà, finalement, la bonne mère, entre guillemets, ce serait la mère suffisamment bonne. Donc, on répond aux pleurs, mais comme on peut. De toute façon, le fait de différer un tout petit peu, parce qu'on n'a pas le choix, hein, c'est pas je réfléchis, il faut que j'attende un peu, etc. Parce qu'on n'a pas le choix. Par exemple, j'ai les mains dans l'eau de vaisselle, il faut bien le temps que je me rince les mains, que je les essuie pour y aller. Le fait de différer un peu, c'est aussi, ça fait aussi partie de l'apprentissage, puisque je vous avais expliqué dans une autre vidéo que l'attente participe à la construction du principe de réalité. Hein. Je ne peux pas avoir tout de suite. Mais répondre aux pleurs, c'est sécurisant parce que l'enfant se sent entendu, parce qu'il ne comprend pas bien son environnement, donc avoir quelqu'un qui va être là, qui va le rassurer, qui va verbaliser ses émotions, oui tu as peur, oui tu as mal, oui tu as faim, c'est sécurisant. Donc, je réponds pas souvent, je donne une image de parent sécurisant, je réponds, je donne une image de... Non, pardon, je donne une image de parent insécurisant, je réponds, je donne une image de parent sécurisant. Et cette prévisibilité, je sais que quand ça va pas, je pleure, j'appelle et on vient, ça construit un enfant, j'irais bien dans ses baskets, bien dans sa peau, parce que finalement son premier univers ce sont les parents, et plus tard, si les parents étaient sécurisants, ça lui permet d'aller voir le monde extérieur, parce qu'il sait qu'à tout moment il peut revenir dans le foyer sécurisant. Donc il va avancer, il va découvrir le monde extérieur. Et le monde extérieur, bon, il peut être plus ou moins sécurisant lui aussi, mais s'il est sécurisant, c'est merveilleux. Par moment, quand il est un peu insécurisant, une nouvelle école, des nouveaux copains, un nouveau logement, il y a le noyau dur qui est là, parental, qui est là. Donc, la réponse aux pleurs est sécurisante. Les routines sont sécurisantes. Je vois de plus en plus des parents qui ne font pas faire de sieste à leurs enfants l'après-midi. Alors, bien sûr, il peut y avoir des soucis d'organisation, etc. Et on a tous vu des bébés dormant profondément dans des poussettes alors qu'il y a du bruit autour. Bon. Mais, outre que la sieste est capitale dans le développement somatique de l'enfant, parce qu'un enfant il a besoin de dormir l'après-midi, enfin en tout cas jusqu'à un certain âge, le fait de structurer le temps, c'est aussi important pour l'enfant, c'est sécurisant. Je sais que je vais avoir à manger, je sais que je vais pouvoir dormir, je sais que je vais avoir un bain, je sais que je vais jouer, et tout ça c'est important. Une vie entre guillemets chaotique où l'enfant est ballotté de droite à gauche sans repère, c'est insécurisant. Autre aspect qui sécurise, c'est ce que Winnicott appelle le handling et le holding.
Donc le handling, c'est la façon dont on prend soin physiquement du bébé. On le change, on le berce, voilà, on l'habille, etc. C'est important de prendre son temps, d'être doux, d'être attentif. Euh, un bébé qu'on ne touche pas, qu'on ne porte pas et à qui on ne parle pas, ça crée une grosse insécurité, mais ça crée des troubles psychologiques. C'est ce qu'on a défini comme le syndrome d'abandonnisme. On l'a vu notamment quand on a, après que Ceausescu ait été, son régime soit tombé, on a découvert des orphelinats qui étaient atroces. On avait des enfants qui avaient été parqués dans des lits à barreaux, même déjà grands, et qui n'avaient aucun contact humain. C'est-à-dire qu'ils étaient nourris, point. Euh, ils ne sortaient pas du lit, ils n'étaient pas portés, bercés, on ne leur parlait pas, il n'y avait pas d'activité de développement psychomotrice, etc. Et donc, on voyait chez eux une forme d'autisme profond, mais qui était provoqué finalement par le mode de vie. Euh, Bien avant, quand dans les débuts d'exercice de Françoise Dolto en milieu hospitalier, elle avait relevé une forte mortalité des bébés dans un service et elle a eu l'idée. Alors les bébés c'est pareil, on considérait que c'était en gros des tubes digestifs, quoi. On les nourrissait à heures régulières, on les changeait, et puis point final. Et elle a proposé que 3 fois dans la journée, je crois, ils soient pris dans les bras, bercés, portés, on leur chantait des chansons, on leur parlait, etc. Et la mortalité a baissé de 50%. Donc, ce handling est capital. Alors, ce que Winnicott appelle le holding, c'est la manière de porter l'enfant. Et la mode, entre guillemets, du portage. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien de ne pas porter en écharpe ou en porte-bébé un bébé, hein, parce qu'après, on fait comme on veut et on fait en fonction de ce qu'on peut. Hein. Si vous avez un lumbago chronique, on peut comprendre que votre enfant de 18 mois, vous ne puissiez pas le porter. Mais voilà, le holding, alors la manière de porter l'enfant, pas comme un paquet, mais le porter régulièrement, hein, on reparlera du mois-pot, il y a plein de choses il y a plein de choses dont on peut parler et on doit parler. Et, ouais. Mais c'est sécurisant pour l'enfant. Donc toutes les 2 premières années sont capitales pour avoir ensuite confiance en soi. Parce que quand on a été porté, accompagné, quand on a répondu à ces pleurs, angoisses, interrogations, etc., eh bien, on a confiance en soi et donc on peut et aller vers le monde extérieur et aussi ne pas être la cible de personnes qui vont abuser et là je parle de ceux qui ont un type d'attachement anxieux et qui vont attirer des personnes qui sont un petit peu abusives. C'est-à-dire, je me tourne vers des personnes qui ont toujours peur de déplaire, qui ont toujours peur de mal faire, etc., pour profiter, abuser, imposer ma façon de vivre, de penser, etc. Et puis l'autre, il est là à quémander un peu d'amour et accepter n'importe quoi. Donc le manque de sécurité affective, donc, alors, à l'extrême, peut créer, je vous ai dit, le syndrome d'abandonnisme, mais des traumatismes sévères, dans certains cas des psychoses, et puis d'une manière moins aiguë, un retrait, un manque de confiance en soi, dans l'entourage. On peut trouver aussi, et ça c'est plus chez les personnalités évitantes, une hyperactivité,
une agressivité, c'est-à-dire que le moindre petit grain de sable dans les rouages de la relation va insécuriser, donc on répond par de l'agressivité. Et ça, en ce moment, c'est très prégnant. On voit hein, des personnes qui réagissent au quart de tour, comme on dit, parce qu'elles se sentent vite remises en question et vite instables. Alors que dans un attachement insécurisant, on va soit chercher à maintenir une relation, y compris dysfonctionnelle, soit se mettre en retrait. Et cette relation, à un degré plus entre guillemets léger, ça va être il ne m'aime pas, mais je vais lui montrer, avec mon amour, je vais finir par lui montrer qu'il m'aime finalement. C'est-à-dire que je suis aimable. On cherche, on donne tout ce qu'il... Enfin, pas tout ce qu'il faut, mais tout ce qu'on peut dans l'espoir d'une amélioration. Dans un attachement insécurisant, l'autre, il est là finalement pour apaiser cette insécurité. Alors si vous avez en face de vous quelqu'un qui est bienveillant, au début il va chercher à apaiser, au bout d'un moment il va trouver ça un peu lourd. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est plutôt pas très bienveillant, voire malveillant, eh ben, il va user et abuser de cette fragilité. Ou alors, il va être en face de vous, il va éviter, il va vous éviter pour ne pas souffrir. Parce que, grosso modo, en plus, mais on en reparlera dans une autre vidéo, on va attirer, entre guillemets, des personnes qui sont sur le même mode. C'est-à-dire que si on est sur un mode sécurisant, on va attirer des personnes qui fonctionnent sur un mode sécurisant. Si on est sur un mode insécurisant, on va attirer des personnes qui sont sur un mode insécurisant. Et on voit comme ça beaucoup de personnes qui sont sur un modèle anxieux, qui vont se mettre en couple avec des personnes qui sont sur un mode évitant. Et vous imaginez, ça fait fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, quoi. Donc, l'enfance est primordiale, la petite enfance est primordiale dans cette construction de l'attachement. Je finirai sur une note un peu plus grave. Dans le cas d'une enfance chaotique, ces enfants qui sont ballottés, à qui on parle jamais, qui sont comme ça, qui sont pas éduqués, à l'extrême dans les enfants qui sont maltraités. On s'est aperçu qu'il y avait au niveau des hémisphères, donc droit qui gère plus les émotions et gauche qui gère plus le rationnel. On avait une mauvaise communication, je vais dire, et on s'est même aperçu chez de jeunes enfants qu'il y avait une disparité de taille des deux hémisphères. C'est pour vous dire combien le psychologique peut avoir d'incidence sur le neurologique. Donc, on poursuivra sur ce thème, si ça vous intéresse, évidemment. Et puis, on se retrouve très bientôt.